Depuis septembre. Bonjour à tous, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux pour voilà, notre première rencontre depuis la fermeture de la librairie, parce que cette librairie a failli mourir. Ça y est, on est reparti dans les dédicaces, on est reparti au milieu des livres, dans les coups de cœur. Et l'un des premiers coups de cœur, c'était Joël Dicker. Voilà, donc je tenais déjà à vous remercier parce que grâce à vous, on a passé un bon Noël. Donc merci beaucoup d'avoir fait la route et d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ça ne va pas être très facile, ça y est, c'est le succès. C'est un beau succès. C'est un beau succès, c'est une belle chose et c'est un très beau livre. Merci. Donc merci encore. Alors Joël Dicker, vous avez écrit, c'est votre deuxième roman. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est une histoire magnifique. L'histoire de Marcus qui est un écrivain qui a connu le succès avec un livre. Il connaît l'argent, il connaît le succès. Et puis il a un souci, et c'est qu'il a la panne. Et il appelle son ami, Harry Kéber. Harry Kéber qui est son ami, qui est aussi son maître. Il se trouve qu'Harry Kéber qui est le maître de Marcus, va l'aider. Et moi j'aimerais savoir comment est venue l'idée de ce livre. Et je vais m'asseoir, sans me casser la figure. Bonjour d'abord, merci beaucoup d'être présent. Ah, je vais parler dans le micro. Merci à tous d'être présents, ça me touche beaucoup. Et je suis très... touché, c'est vraiment le mot parce que c'est mon 6e roman. C'est pas le deuxième, c'est le deuxième qui paraît. Mais c'est le 6e que j'écris. Et ça veut dire qu'avant ça, il y a eu 5 romans que j'ai écrits, que j'ai envoyés à des éditeurs et dont j'ai reçu des lettres en me disant que non merci, ça ne les intéressait pas. Le 5e roman finalement est paru après 2 ans et demi de guerre ou presque, pour essayer de trouver quelqu'un qui voulait bien le faire paraître. Et puis est arrivé ensuite ce livre-là. Mais il se trouve que comme le précédent roman a mis 3 ans à paraître, j'ai eu le temps d'écrire ce livre-là entre-temps, ce qui fait que chronologiquement, mon premier roman est paru en janvier 2012 et que ce deuxième roman est paru en septembre 2012. Donc je n'ai pas mis 6 mois pour écrire ce livre. Il saute par terre, il se suicide. Il en a marre, le pauvre. Je n'ai pas mis 6 mois à écrire ce livre, j'ai mis 2 ans et demi. Mais voilà, il se trouve que les aléas de la vie ont fait que le précédent a été très long à éditer, celui-là plus rapide. Et ça me touche beaucoup, je vous disais, parce que avec le précédent, j'ai passé beaucoup de temps dans des librairies aussi, à attendre que des gens viennent. J'ai fait des séances où ne venait que ma mère ou ma cousine, etc. en disant bravo. Et donc je suis très heureux, je dois beaucoup à la vie de pouvoir aujourd'hui être ici avec tellement de gens qui y viennent. Très touché donc. Et je vous parlais de l'histoire de ces 2 romans pour répondre à votre question, qui est pourquoi... Comment est venue l'idée du livre? Alors l'idée du livre est venue sur une image, sur une région, qui est la région dont je parle dans ce roman, qui est le nord de la côte Est, la région du New Hampshire et du Maine. Et c'est une région que je connais très bien parce que je m'y rends très souvent. J'ai de la famille qui y vit, et donc je m'y rends à peu près 1 fois par année. Et ça depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc j'avais très envie de parler de cette région, qui est une région que je trouve très belle, très particulière, parce que c'est une Amérique qu'on connaît au fond très peu et très loin de toutes les images qu'on peut en avoir. Et j'avais eu envie d'en parler déjà dans le précédent roman. Le précédent roman se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale entre Paris et Londres. Mais dans la version initiale, dans la première version de ce roman, j'avais eu envie de commencer ce livre aux États-Unis. Pourquoi? Pour justement parler de ce décor-là. Et puis assez vite, j'ai réalisé que mon roman ne laissait pas de place aux États-Unis et que je devais me concentrer sur Paris-Londres, ce qui fait que j'ai enlevé toute la partie du livre qui concernait les États-Unis. Et si bien que dès que j'ai recommencé le suivant, c'est-à-dire ce livre-là,
j'ai immédiatement tenu et je me suis dit, ce que je veux absolument, c'est que ce roman se passe là. Donc j'avais pas la moindre idée, ni comment, ni pourquoi, ni les personnages, ni rien, je voulais juste cet endroit-là. Et c'est à partir de ça que tout a commencé. Une maison, l'océan, une petite ville comme ça du bord de mer, et ça a été le déclic. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'y mets maintenant? Qui vit là? Qu'est-ce qui va se passer? Et quelles sont les relations entre Marcus Goldman et Harry Kéber? Quelle est la relation? C'est une relation maître-élève, c'est une relation père-fils, c'est une relation disciple-élève même, disciple-maître, pardon, avec une idée de l'apprentissage vraiment et de la volonté de devenir comme son maître. Et c'était une idée qui m'est venue au départ parce que j'ai longtemps rêvé ou j'ai fantasmé d'avoir un professeur qui serait l'égal plus ou moins de Harry Kéber, donc il n'y a pas de Harry Kéber dans ma propre vie. Mais j'ai toujours rêvé, quand je suis allé au collège, que j'imaginais que j'aurais un professeur un peu comme ça, comme on voyait dans les films ou presque, et que je n'ai pas trouvé. On m'a dit, mais tu vas au lycée, ce sera ça. Alors je suis allé au lycée, j'ai pas trouvé ce professeur magique. On me dit, ah mais c'est à l'université, tu vois. Je suis allé à l'université, pas de prof magique, et donc peut-être, ou je me suis dit que peut-être que je l'ai inventé à travers ce livre, cette espèce de mentor, ce professeur qui serait à la fois un ami, à la fois un père, à la fois un guide. Et puis, en y réfléchissant, et surtout en entendant des remarques de lecteurs qui eux aussi auraient aimé avoir ce Harry, un Harry dans leur vie, je me suis dit vraiment Harry Kéber doit être un fantasme d'ordre assez général, non pas d'avoir un maître, mais d'avoir au fond quelqu'un qui prend des décisions pour nous, avoir quelqu'un qui serait là pour moi et qui me dise à tel moment, un moment de doute ou un moment de choix, fais ça, ce qui enlèverait cette partie pénible de notre vie qui consiste à devoir faire un choix. Et donc je crois pas qu'il y ait je crois que le Harry Kéber que je raconte dans le livre est un personnage qui existe au fond en chacun de nous. C'est cette partie, on a tous, je crois, une partie plus forte et plus faible, et le Harry, c'est la partie un peu plus forte qui arrive à nous faire suivre une route et à assumer cette route. Mais Harry, il a un gros problème, c'est qu'il a rencontré dans les années 70 une toute jeune fille. Elle a 15 ans, elle s'appelle Nola. Et Nola a disparu. Nola a disparu et je trouve que c'est un personnage extrêmement complexe que vous avez... Comment elle s'est imposée à vous en tant qu'écrivain? Est-ce que je mens ou est-ce que je mens pas? Voilà, j'ai attention. Non, le personnage de Nola est complexe quand on la découvre, a été complexe à créer aussi. Parce que le personnage de Nola m'a créé un très gros problème, c'est le problème de la relation entre un homme de 34 ans et une jeune fille de 15 ans, qui aujourd'hui est un sujet particulièrement difficile, qui touche à tout l'aspect pédophilie, qui est un sujet tabou, évidemment, très sensible aujourd'hui, et qui était absolument tout sauf ce dont j'avais envie de parler avec Harry Nola. Harry Nola, ce qui m'intéressait et ce dont j'avais envie de parler, c'était cet amour entre cette relation très forte, cette relation qui permet le dépassement de soi au fond, entre une jeune fille et un homme plus âgé, mais où au fond, entre deux, peu importe l'âge ou peu importe qui ils sont, parce que ça va bien au-delà de ça. Et j'ai dû assez vite faire un choix qui a été de faire en sorte d'éviter toute allusion érotique, toute sexualisation du couple, parce que c'était pas ce qui m'intéressait moi. Et je vous dis que j'ai eu un problème à créer ce personnage parce que je me suis vite dit, mais qu'est-ce qu'on va penser de ça? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je prends pas le risque de faire qu'un éditeur au fond me refuse par exemple ce livre en me disant ah bah il est très très bien mais au fond cette histoire entre les deux moi ça me plaît pas donc j'ai pas envie d'avoir des ennuis, etc. Et j'avais pas envie de ça parce que c'est pas ce qui m'intéressait. Il y avait aucune envie de faire un livre qui touche à ça. Et je me suis dit que d'éviter tout érotisme entre eux me permettait de me concentrer au fond sur ce dont j'avais envie de parler, cette relation d'amour, mais qui est une relation qui exauce au fond ce qu'ils sont,
qui est un amour entre un homme et une femme, mais qui pourrait être aussi un amour entre des amis, pardon, entre un frère et une sœur, entre un père et un fils. Et donc je voulais que cette relation soit bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Le problème que j'ai eu, c'est de me dire comment est-ce que je raconte Nola, comment est-ce que je raconte cette fille de 15 ans. Et je pense que là, et c'est là où j'en viens, il y a eu de ma part une ratée, je pense. Une ratée, c'est-à-dire une erreur dans ma façon de faire. Et aujourd'hui, quand je regarde ce livre, je me dis que peut-être le personnage de Nola n'a pas été aussi psychologiquement construit que les autres personnages du livre. Parce que j'ai peut-être probablement eu peur d'aller trop loin. Et qu'au fond, je me dis aujourd'hui, j'aurais dû assumer complètement, soit je me disais, elle a 15 ans, il a 34 ans, c'est ça que je veux et je l'assume. Soit je me dis, c'est compliqué, je peux pas le faire comme ça, et j'assume à ce moment-là en tenant à Nola un âge, je sais pas, 20 ans, histoire de sortir complètement de ce problème-là. Et en la décrivant comme ça, alors c'est complexe, mais c'est un peu flou. Certains me disent, mais ce flou est très bien. Alors, je pourrais dire oui, c'est volontaire, etc. Il y a une partie de volontaire, mais il y a aussi une partie où peut-être que j'ai pas réussi à saisir complètement ce personnage-là. Lola, ça rappelle quand même Lolita. Oui, mais alors, non, il n'y a pas ambiguïté. C'est très intéressant parce que ça rappelle Lolita. Je vous aurais dit oui en juin, je vous dirais non aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je l'ai relu entre-temps. J'ai lu ce livre, je devais avoir 16 ans. Enfin, je l'ai lu il y a 10 ans, quoi. Et pardon. Il y a 10 ans en arrière, je l'ai lu, et c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait marqué, que je raconte dans ce livre-là. Nola et Noëlla, il n'y a pas de miracle. Je raconte dans ce livre aussi des tas d'éléments qui m'ont marqué moi. Et le Noëlla est un rapport direct au Lolita, qui est le début du livre. Mais j'ai relu ce livre après coup, parce qu'on a commencé à me dire oui, mais c'est Lolita, c'est ci et ça. Et j'ai relu le livre, et je vous cache pas que j'étais très embêté. Parce que la compréhension de ce livre à 27 ans était très différente. Et je comprenais ce livre comme je n'avais en fait rien compris. En fait, j'ai rien compris à ce livre quand je l'ai lu à 16 ans. J'ai compris à peu près les grandes lignes, mais j'ai rien compris au fond du livre. Et c'est le fond qui est le plus important. Et du coup, c'est pour ça que je vous réponds très schématiquement, oui, évidemment, dans les très grandes lignes. Une jeune fille, Nola, et une jeune fille, Lolita, pardon, c'est très proche. Mais en fait, ça s'arrête là parce que j'aurais peut-être dû relire ce livre avant. Et en même temps, si j'avais relu ce livre avant d'écrire celui-ci, j'aurais pas été capable de rendre ce livre-là. Donc il y a aussi un rapport au livre qu'on lit, qui est le rapport qui est une photographie qu'on a à un moment donné. Et peut-être qu'on comprend rien, mais au fond, je sais pas si le plus important c'est de comprendre vraiment, ou si c'est ce que ça nous apporte à nous, à un moment T qui évolue évidemment avec le temps qui passe. Mm-hmm. Et j'aimerais aussi qu'on parle beaucoup des personnages secondaires, qui pour moi sont très très importants. Donc il y a Jenny, celle qui tient le petit restaurant dans le New Hampshire. Il y a le sergent je suis désolée, j'ai pris quelques notes. Le sergent Perry, alors Galaowood, la mère de Marcus, qui est pour moi un moment de légèreté, qui est quand même exceptionnel. Alors là, vous allez nous en parler, s'il vous plaît, parce que ça, c'est quand même un personnage, qui met un petit peu de légèreté dans ce roman grave, quand même. Et il y a aussi Luther Caleb, qui aura aussi une grosse part de responsabilité dans la disparition de Nola. Les aviez-vous déjà en tête, et comment vous avez fait pour les imaginer? C'est ça, j'essaie de rentrer un petit peu dans votre tête d'écrivain. Alors j'ai une question. J'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas lu le livre ici. Oui. Alors on ne va pas dévoiler. Non, mais on va surtout c'est parce qu'il faut pas aller trop loin. Et donc s'il y a des questions aussi, c'est très important de limiter vos questions pour ne pas bouffer le suspense, comme on dit. Donc d'où viennent ces personnages? Mais c'est la question que je crois qu'en tout cas que je me pose.
quand je me demande un personnage, quand j'ai commencé à le créer, et donc je ne sais pas s'il sera un homme ou une femme ou quoi, je me demande d'où il vient, où il va, et ce qu'il fait. Et je crois que ça répond à beaucoup de choses, et ça nous permet aussi, au fond, si vous voulez connaître une personne et que vous avez assez peu de temps, il suffit de lui demander d'où tu viens, où tu es maintenant et où tu vas, et vous aurez une image schématique, mais plus ou moins assez claire, de la personne, de celle qui a eu un parcours très linéaire, de celle qui a eu un parcours très en dents de scie, de celle qui a eu un parcours tout à fait hors de la norme. Et c'est une question que je me pose. Les personnages évoluent beaucoup. C'est-à-dire que c'est comme quand vous croisez quelqu'un, vous le voyez une fois, c'est votre voisin qui vient vous prendre du sel, ben vous le voyez, puis vous vous faites une image de lui, puis quand vous le recroisez après une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, il y a une espèce de couche qui se rajoute à chaque fois et qui vous permet de commencer à vous faire une idée. Et c'est un peu comme ça que je procède, à la fois sur le personnage et sur le nom. Vous avez parlé de Perry, Gal, machin, donc on n'arrive pas à dire le nom. Galawood. Et c'est bien le but, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est un personnage assez, oui, un peu brut comme ça. En tout cas, quand on le rencontre, il est un peu brut, il est pas très sympa. Et puis il est flic, et puis il s'appelle Galawood, un nom comme ça, un peu pas très clair. Et puis quand on le connaît mieux et qu'on le rencontre et qu'on est ami avec lui et qu'on l'appelle par son prénom, il s'appelle Perry. Ce qui est un nom très simple, très court, très bref, et qui l'illustre assez bien parce que Perry est un type sympa au fond, très simple, dans le bon sens. Alors que le sergent Galawood est parfois un type pas très sympa, ou pas très clair au fond dans qui il est. Et il y a un peu ça aussi qui m'intéresse dans les personnages, c'est ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont. Et c'est le plus intéressant. Moi, je crois particulièrement en la psychologie des personnages, ou des gens en général. C'est-à-dire que de savoir qui fait quoi, c'est moyennement intéressant. De savoir pourquoi quelqu'un fait ça, c'est très intéressant. Si vous êtes si imaginons une scène, dans une soirée, des amis invitent des amis, tout d'un coup l'un de ses amis a trop bu et il renverse son verre par terre, qui se brise et il y a du vin partout. Tous les invités se précipitent pour ramasser le verre sur le sol. C'est une scène avec un acte. Quelqu'un ivre qui jette son verre par terre et qui crée un désastre. Ça devient beaucoup plus intéressant si cette personne fait semblant d'être ivre et jette volontairement son verre par terre, parce que pendant que les gens se jettent sur le verre, il y a une des personnes qui va dans une des pièces pour voler quelque chose. C'est un exemple très simple, mais c'est-à-dire que là, ça devient intéressant. Le geste en lui-même, un verre qui tombe, c'est pas très intéressant. Par contre, s'il y a un sens à ce geste, la volonté, pourquoi est-ce que les gens font ça? Et c'est ce qui m'intéresse. C'est pas ce que les gens font, c'est pourquoi ils le font. C'est pas ce que les gens sont, c'est pourquoi ils le sont. Pourquoi ils sont comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça? Et j'ai plus de plaisir, je crois, dans la création de profils psychologiques que dans la création de personnages. Je décris assez peu les gens. Je dis pas qui est grand, qui est petit, un petit peu, mais pas tellement. Qui a des lunettes, qui n'en a pas, qui a des cheveux courts ou pas, qui est gros ou mince. Moi, je m'en fiche. Je trouve que ça, c'est le plaisir de chacun d'entre nous, de se créer une image. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de qui sont les gens. Et c'est amusant parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit, l'autre jour, il m'a dit, mais Nola, elle est noire. Et ça m'a fait sourire et j'ai commencé à me dire, en moi-même, j'ai dit, bah non, c'est pas un bas, parce que je l'ai imaginée blanche. Et je dis à un moment donné qu'elle est blonde, etc. Mais à un moment donné, je la décris comme étant blanche. Et je me dis qu'au fond, la force du livre, c'est justement si quelqu'un peut imaginer Nola noire, ou Caleb comme étant du Liban, ce qui m'est jamais venu à l'esprit, absolument pas, libanais, etc. J'ai dit, pas du tout. Enfin, et après je me dis, mais en fait, le pas du tout, c'est rien, parce que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et c'est très amusant. Et ça revient au fond à la construction du livre, pardon, je tisse un peu, mais ça revient à la construction du livre qui, pour moi, il y a un intérêt particulier à créer un jeu entre celui qui lit et celui qui écrit. Et là, en l'occurrence, entre vous et moi. Un intérêt pour moi à ne pas vous donner toutes les indications. S'il fait beau ou moche, j'en parle très peu. S'ils sont grands ou petits, j'en parle très peu. Comment sont les gens? Parce que ça, c'est votre travail aussi à vous d'imaginer. Et comment est-ce que vous allez imaginer, non pas par le hasard de la vie,
Mais dans la plupart des cas, nous allons imaginer une scène par rapport à ce que nous avons lu, vu, entendu, ce que nous savons. Si je vous parle d'un dragon maintenant, imaginez un dragon. Ben, j'imagine que la plupart d'entre nous vont imaginer une espèce de gros lézard vert qui crache du feu, qui a des ailes et qui vole, etc. Personne n'a imaginé un poisson ou une omelette ou une maison. Or, j'ai juste dit dragon. Et ce qui fait que j'ai pas besoin de dire c'était un dragon, c'est-à-dire un animal, un grand dragon gros avec une peau comme ça et des grandes ailes et qui crachait du ça. Je vous dis un dragon et vous faites votre dragon à vous. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous vu la même chose, mais on a tous vu quelque chose de très différent. Votre dragon, mon dragon, votre dragon, le vôtre, sont tous des dragons qui sont différents dans votre vision. C'est une image que vous faites, mais on a une vision commune. Et je trouve que ça, c'est très intéressant et très utile pour avancer dans le récit. Et là, je fais une parenthèse pour vous dire que je vous parle vraiment de l'idée d'un roman, d'une histoire que je vous raconte. Et j'ai une ambition au fond assez limitée quand j'écris ce livre, qui est simplement de raconter une histoire. Il n'y a pas une volonté de... Parce qu'on m'a dit, le jour, on m'a dit, oui, mais ça ne révolutionne pas la littérature française. Et je me suis dit, c'est amusant parce que... Alors, si je m'imaginais en écrivant, je révolutionne la littérature française, alors peut-être que les critiques aimeraient révolutionner la littérature française quand ils écrivent, mais je crois que la révolution vient après, pas avant. Qu'est-ce qui fera qu'un livre crée quelque chose de fort pour une langue, par exemple? Ça, j'en sais rien, il faut revenir dans 40 ans et on verra bien. Mais tout ça pour dire que mon plaisir à moi, c'est de raconter quelque chose. C'est une histoire, c'est un livre qu'on ouvre et on s'évade avec. Et c'est pour ça que il y a d'autres, on peut faire d'autres choses avec des livres, surtout en français, qui est une langue très riche et très vaste. Et donc moi, j'ai juste ce plaisir-là et cette envie-là, ce qui fait que j'ai recours à ces clichés pour permettre aussi à ceux qui me lisent de se faire leur propre image. Et on me dit souvent, oui, ça ferait un très bon film parce que j'ai imaginé ça et ci et ça. Mais j'ai l'impression que ce qui ferait un bon film, en fait, c'est simplement parce que je vous sollicite suffisamment dans votre imaginaire pour que ce soit une écriture qui soit très imagée. Mais ce sont des images qui n'existent pas, elles existent uniquement en vous. Et c'est ça qui me plaît. Mmh. Et quel est, dans tous ces personnages, quel est celui que vous préférez? Pour lequel vous avez plus d'affection? C'est difficile. Je crois que si j'en aime pas un, je le tue. Enfin, c'est-à-dire que je le vire. Je relis, puis je dis celui-là, je n'aime pas. Mais c'est vrai, en fait. Je crois que un personnage que je n'aime pas, c'est une bonne raison de... Ça veut dire qu'il n'est pas fini. Je crois que... Et j'en parlais avant, il y a une phrase qui dit que dans un bon roman, tous les personnages ont raison. Et je crois que ça, c'est ce que j'essaye... Enfin, c'est ce qui me donne l'idée si un personnage est réussi ou pas, ou si il est plus ou moins fini ou pas, c'est si au fond, il a raison. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il commet, peu importe comment il agit, il a raison pour lui-même. Et on en parlait avant au lycée, et je donnais cet exemple aussi. En voiture, je freine à un feu tout d'un coup, ou je freine au milieu de la rue parce qu'il y a un enfant qui passe, et que vous me rentrez dedans. Je vais dire, mais qui c'est cette bonne femme qui me rentre dedans? Et vous allez dire, mais c'est qui ce type qui freine comme ça? Et on a raison. Et je rentrerai chez moi en disant, tu sais pas quoi, je roulais aujourd'hui, un enfant passe devant moi, je plante les freins, et bam, une connasse me rentre dedans. Je plaisante évidemment. Et vous allez rentrer chez vous en disant, eh ben je roulais très bien à la bonne vitesse, etc. Et tout d'un coup, un imbécile qui plante les freins et je lui rentre dedans. Et on aura raison, et vous et moi. Raison par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on est. Et je crois que c'est le plus important, c'est que tous les personnages ont raison. Donc vous les aimez tous? Je les aime tous. D'accord. Alors, vous parliez justement de votre roman et de cette histoire. Oui, vous aimez raconter les histoires. Et c'est pour ça aussi, bon, j'avais lu quelque chose, un article, comme quoi c'est vrai, ça change par rapport à la littérature française qui a tendance à... Bon, on est plus dans l'autofiction. Là, vous racontez une histoire à l'américaine. Alors ça, je déteste ça parce qu'il y a de très très bons auteurs français et suisses qui écrivent de très très belles histoires. Et justement, donc dans ce roman qui est foisonnant, vous allez de rebondissement en rebondissement jusqu'à la fin. Tout est entrecoupé par... c'est en 3 parties. 3 parties. 31 conseils
donné par Harry Kéber à Marcus. Vous passez du présent, enfin de 1998, on repasse à 1975, donc il y a un retour au passé. Comment avez-vous fait pour construire? On a l'impression, on en parlait avec une collègue, c'est presque des mathématiques. Surtout pas, je suis nul. Donc, ou un arbre généalogique, je ne sais pas. Comment avez-vous fait pour construire votre roman, pour qu'on ne se perde pas, nous, en tant que lecteurs? Comment? Est-ce que vous avez fait des schémas? Est-ce que vous avez fait un peu comme une enquête policière quand on voit la télévision avec des post-it partout? Comment vous avez fait? Comment vous êtes organisé? Alors, avant tout, je ne crois pas que ce soit un roman à l'américaine, ce qui pour moi est un terme qui... Ce que je déteste, absolument. Je vous l'ai dit. Mais parce qu'on le dit souvent, c'est un roman à l'américaine. Qu'est-ce que ça... Alors, d'abord, ça ne veut rien dire, mais ce que vous l'avez dit, tout à fait. Si mon roman se passait en Inde, on ne dirait pas c'est un roman indien, c'est un roman indien. Voilà, ou en Italie, ou comme ça. Enfin, c'est très intéressant parce qu'il y a ce rapport aux Américains, ou ce fantasme, où quelqu'un qui place son roman aux États-Unis aurait une espèce de volonté de faire comme eux. Et il n'y a rien de tout ça, c'est un roman français écrit en français, dont l'action se situe aux États-Unis, franco-suisse, mais c'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui on peut vraiment parler de littérature française qui englobe la Suisse et la Belgique et le Canada, ou en tout cas la Suisse et la Belgique, ne serait-ce que parce que on n'a plus de frontières. On arrive aujourd'hui, et je suis la première génération où ça se passe comme ça. L'euro pour nous c'est quelque chose qui coule de source. Les francs on s'en rappelle plus. Il n'y a pas de frontières, on passe la frontière sans passeport, sans rien, etc. Donc on arrive quand même dans un espace commun, qui est cet espace européen qui aujourd'hui fonctionne à moitié parce qu'en même temps on est dans la construction, mais dans 30 ans, j'imagine que ce sera une évidence. Ce sera une évidence parce que ce sera comme ça. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui la littérature française pour moi englobe quelque chose de très large qui inclut la Suisse et qui m'inclut d'autant plus que je suis édité en Suisse et en France, par deux maisons, une française et une suisse. Donc j'ai complètement un pied dedans. Mais pour en revenir à... Excusez-moi parce que je me perds un peu. Pour en revenir à la construction du livre. Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. D'accord. Et j'ai toujours souffert, j'ai des très mauvaises notes au lycée et à l'université aussi, parce qu'en dissertation et en droit, on voulait souvent... on exigeait même toujours de présenter un plan. Faites un plan, etc. Et un plan, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Peut-être parce que je suis nul en maths, et je vais faire le lien parce que j'ai un esprit logique très limité. C'est-à-dire que si vous me dites que la distance la plus courte entre A et B, c'est une droite, j'ai envie de vous dire, oui, mais quel intérêt d'avoir la distance la plus courte? C'est intéressant aussi de ne pas faire une droite. Et donc tout ça pour dire que ça m'a valu beaucoup de soucis. Parce que j'ai beaucoup de peine à comprendre quelque chose qui parfois est très simple. Je calcule très lentement. Et ça m'a posé des soucis jusqu'à ce qu'au fond je puisse en faire ce que je veux. De cet esprit comme ça qui demande, qui réfléchit, qui reprend. Et j'ai pu le faire avec ce livre, c'est-à-dire de travailler sans filet. Et c'est un plaisir parce que ça me permet de me plonger complètement dans ce texte. Alors c'est un texte dans lequel je reviens, c'est-à-dire je ne l'ai pas écrit en une traite sans jamais revenir. C'est pas une maison. C'est-à-dire une maison, si le plancher va pas, ben, vous devez enlever le toit et le tout pour refaire le plancher et remettre le reste. Alors que là, c'est un livre, donc je peux écrire tout ce que je veux, et à la page 600, je peux revenir à la page 2 en me disant, mais là je change, et là je change, etc. Et le plaisir, c'est justement de nager dans ce livre, de changer, de reprendre, de remettre, de pas être content de se dire, oui, mais là ça pourrait être mieux, et de reprendre des éléments. Et j'ai le livre en entier dans ma tête, et je sais où et quoi. J'ai très peu recours ni à la recherche, parce que je ne sais pas faire, ni à rien dans le texte. Je sais qui fait quoi, où et quoi dans le texte, et je travaille comme ça. Et c'est ce qui me plaît vraiment. Et le résultat, c'est qu'au fond, si vous voulez, c'est comme un jeu de niveau, où vous avez 78, vous avez 2008, et il faut que le niveau soit toujours le même. Donc si vous ajoutez de l'eau dans l'un, il faut en ajouter à l'autre, etc., pour que ça reste parfaitement. Donc dès qu'il y a un changement à faire, c'est très amusant parce qu'il faut reprendre tout l'historique et tout changer. Et c'est arrivé qu'un personnage qui est un homme dans le livre soit une femme,
et qu'à la fin du livre, à la page 650, en la reprenant, je me dis, mais en fait, ça serait mieux si c'était un homme ou une femme. Et donc je reprends tout ça. Ça serait mieux s'il avait 10 ans de plus ou de moins. Et je reprends toutes les dates, et je reprends tout le personnage, et je le recrée. Et c'est très amusant, en fait. Mais oui, c'est amusant parce que vous avez deux choix. Soit vous dites, oh, c'est horrible, je comprends rien. Soit vous dites, mais ça m'énerve, j'aimerais bien. Et dès que ça devient un jeu, c'est très amusant. Je l'ai aussi des fois pris très mal en me disant, mais j'en peux plus, j'en ai marre, etc. Mais ça arrive. Mais dès que j'arrive à en rire, alors de nouveau, c'est très plaisant. Et pourquoi 31 conseils? C'est peut-être ridicule comme question, on a dû vous la poser Jamais. 100 000 fois. Non, la première. Un point pour Grangier. Alors, la version initiale du texte, quand j'ai terminé le livre du début à la fin, c'était en décembre 2011, tout début 2012, et je l'ai fait lire à un ami, et je m'étais dit c'est très amusant qu'il n'y ait pas de chapitre. Donc de la page 1 à la page 650, c'était un seul bloc. Et il l'a lu, il m'a dit c'est un peu long quand même à suivre. Alors je me suis dit, bon, il faut en faire des chapitres, et j'ai repris le texte et je l'ai coupé, et je l'ai repris de sorte à pouvoir en faire des chapitres qui soient tous égaux. C'est-à-dire que tous les chapitres ont la même taille, à quelques signes près ou à une page près. Mais il n'y a pas un chapitre qui fait 4 pages et un autre qui en fait 30. C'est-à-dire que ça donne tout d'un coup un aspect rythme. Il y a un rythme, il y a une mesure dans le texte qui fait que ça revient, etc. Et puis ensuite, j'ai découpé ça par rapport au texte, donc ça faisait une 20aine de pages, donc ça faisait une 30aine de chapitres. Et puis ensuite, après ça, je me suis dit, bon, bah, j'ai mes chapitres de 1 à 30, c'est pas très drôle, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, je vais les faire dans l'autre sens. Et après, je me suis dit, bon, les chapitres en même temps, à quoi ça sert, à part permettre aux lecteurs de faire une pause, ce qui est important, je me suis dit, on pourrait leur donner un sens. Et comme j'avais déjà, comme ce livre, au fond, est l'histoire d'un livre dans un livre, qui est peut-être même le livre que vous lisez à la fin, je me suis dit, ça serait très amusant que les chapitres soient en eux-mêmes un autre livre, ce qui ferait un livre dans le livre dans le livre. Et voilà pourquoi j'ai mis en intitulé des chapitres ces conseils, ces échanges entre Marcus et Harry. Est-ce que vous voulez lire? Ah non, moi je me lis jamais, je me trouve très mauvais. Mais si vous voulez lire, je vous en prie. Ça vous dérange pas? Bon. C'est la toute fin. Alors, qui est le... En fait, je voulais lire le 15e conseil qui s'appelle Avant la tempête. J'aurais aimé que vous le lisiez, mais bon, c'est pas grave, vous êtes l'invité, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, mais je crois que vous prêtez trop d'importance aux mots. Les mots, mais c'est important quand on écrit, non? Oui et non. Le sens du mot est plus important que le mot en lui-même. Que voulez-vous dire? Eh bien, un mot est un mot, et les mots sont à tout le monde. Il vous suffit d'ouvrir un dictionnaire, d'en choisir un. C'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Serez-vous capable de donner à ce mot un sens bien particulier? Comment ça? Prenez un mot et répétez-le dans un de vos livres, à tout bout de champ. Choisissons un mot au hasard. Mouette. Les gens se mettront à dire, en parlant de vous, « Tu sais bien, Goldman, c'est le type qui parle des mouettes. » Et puis il y aura un moment où, en voyant des mouettes, ces mêmes gens se mettront soudain à penser à vous. Ils regarderont ces petits oiseaux piailleurs et ils se diront « Je me demande ce que Goldman peut bien leur trouver. » Puis ils assimileront bientôt mouette et Goldman. Et chaque fois qu'ils verront des mouettes, ils penseront à votre livre et à toute votre œuvre. Ils ne percevront plus ces oiseaux de la même façon. C'est à ce moment-là seulement que vous savez que vous êtes en train d'écrire quelque chose. Les mots sont à tout le monde jusqu'à ce que vous prouviez que vous êtes capable de vous les approprier. Voilà ce qui définit un écrivain. Vous voyez un petit peu ma question après? Non. Et vous verrez, Marcus, certains voudront vous faire croire que le livre est un rapport aux mots, mais c'est faux. Il s'agit en fait d'un rapport aux gens. Quel est le mot que vous aimeriez, vous? Non, je ne l'ai pas, parce que ça serait très prétentieux de ma part de vouloir un mot. J'ai envie de vous dire qu'on verra bien. Si dans 40 ans, j'ai une œuvre derrière moi, qu'on retient quelque chose, je serai content. Mais pour le moment, c'est très amusant, parce que quand j'ai reçu
Grand Prix de l'Académie française. C'est une cérémonie qui se passe avec des tas d'autres prix, parce qu'il y a le prix de poésie, il y a le prix de... Enfin, il y en a plein. C'est une longue cérémonie où les gens dorment un peu. Et tous ceux qui recevaient des prix ce jour-là étaient des gens qui avaient une œuvre, qui avaient fait quelque chose, vraiment. Alors on disait, et maintenant reçoit le prix de poésie Monsieur Machin, qui a écrit 12 livres, 27 machins, 12 thèses, et ils arrivent à moi, et il me dit, et maintenant Grand Prix du roman, Joël Dicker. Joël Dicker est né à Genève, il commence à faire une espèce de biographie minable et minus, mais qui est ce que je suis au fond. Et je me suis dit, ben voilà, ça c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est de me dire, ben, il n'y a rien, il n'y a pas d'œuvre, il y a un livre, mais tout reste à faire. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, ben, rendez-vous dans 20 ans, dans 30 ans, pour voir si j'ai réussi à faire quelque chose de ça. Je serai peut-être en retraite d'ici là, mais je reviendrai faire l'entretien, c'est pas grave. Non, vous voulez toujours pas lire? C'est cool. Bon, d'accord. Vous le faites très bien. Parce qu'il y a... Le danger des livres, mon cher Marcus, c'est que parfois vous pouvez en perdre le contrôle. Publier, cela signifie ce que vous avez écrit si solitairement vous échappe soudain des mains et s'en va disparaître dans l'espace public. C'est un moment de grand danger. Vous devez garder la maîtrise de la situation en tout temps. Perdre le contrôle de son propre livre, c'est une catastrophe. Est-ce que vous avez eu peur de perdre le contrôle de votre livre? Dans l'écriture. Mais expérience faite du premier livre, on perd le contrôle qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que le livre c'est vrai, il est vôtre. Il est vôtre tant qu'il n'existe pas. Et c'est le paradoxe, parce qu'au fond, tout l'intérêt du livre, c'est qu'il existe sous forme de livre pour qu'il puisse être lu. Et en même temps, le plaisir de l'écrivain, c'est de se dire, j'ai le contrôle absolu. Une espèce de mégalomanie absolument folle, de se dire, ben, c'est moi qui fais, c'est moi qui décide. Puis dès que le livre est entre les mains de quelqu'un d'autre, ben, ce contrôle, il est plus là. Et tout le monde a le contrôle, sauf moi. Tous ceux qui le lisent, tous ceux qui le commentent, etc. Tout le monde peut dire ce qu'il veut du livre, sauf moi, puisque moi on m'entend plus, on ne me lit plus, on lit quelque chose que j'ai écrit il y a 7 mois, mais je peux plus du tout revenir sur ça. Et par exemple, j'ai quelqu'un qui m'écrivait l'autre jour en me disant, oui, alors votre livre, en fait, c'est la reprise de Cyrano de Bergerac, parce que si vous prenez les consonnes de Marcus et les voyelles de Harry, et c'est très amusant, parce que pas du tout. Et je me dis, mais ça par exemple c'est une perte de contrôle, parce qu'il y a une espèce de... Et je reçois des tas de lettres où des gens me font une espèce de psychoanalyse et psychothérapie et analyse générale de mes fantasmes et de ma vie à travers ce livre. Et c'est une perte de contrôle absolue. Quelqu'un qui m'écrit en me disant, en fait vous aimez les hommes mais vous n'osez pas le dire, donc vous créez cette relation Marcus-Harry qui vous permet de le dire à la face du monde sans le dire, etc. Et c'est très amusant. C'est très amusant de voir tout ce qui peut se passer dans la tête de chacun, dans la mienne aussi. Moi, quand j'ai des auteurs que j'aime et dont je lis plusieurs livres, après je fais des parallèles et je me dis, ah mais il pense comme ça, il doit avoir ci, il doit être déprimé, etc. En fait, tout ça, c'est très bien. Mais c'est très amusant. Et c'est... L'arroseur arrosé est très amusant aussi, parce que c'est agaçant parfois. On se dit, mais pas du tout, et on a envie de toquer aux portes. Non, vous n'avez rien compris. Bonjour monsieur, j'ai reçu votre message, je viens en personne vous dire que c'est pas... Et puis en même temps, c'est très amusant, parce que ça veut dire aussi que le rôle du livre, c'est de créer quelque chose. Le livre en lui-même, bah, c'est pas grand-chose d'autre qu'un livre. Et on l'a lu une fois, on l'a aimé ou pas, et le livre s'arrête. C'est tout ce qui va déclencher après qui a de l'intérêt. Si vous fait aimer d'autres livres, si vous fait penser à quelque chose, s'il vous inspire, si vous... Et c'est ça que c'est très intéressant. C'est ça qui devient très intéressant. Un livre qui vous inspire, ben, c'est pas le livre qui vous inspire. Il vous inspire, vous l'avez lu, mais c'est pas la lecture du livre au moment où vous le lisez. C'est tout ce qui se passe après et qui est dans le domaine dans votre domaine à vous, entre vos mains, dans votre imagination. Et c'est très amusant, et je trouve très intéressant de voir au fond le rayonnement que le livre a et qui dépasse complètement le moment où on le lit. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous avez mis le point final à votre roman? Vous vous êtes dit, ça y est, c'est fini, je l'ai fini. Oui, c'est un moment étrange. En fait, il y a
il y a 2 points finaux. Et je le savais parce que quand je mets le point final à ce livre, c'est-à-dire en mai 2012, mon premier roman est paru aux éditions de Fallois. Et donc j'ai vécu et je connais à ce moment-là déjà toute l'aventure éditoriale du livre, c'est-à-dire la correction des épreuves, c'est-à-dire les services de presse, c'est-à-dire la mise en place du livre et tout ça. Et donc je sais à ce moment-là que le livre a 2 vies. Il a une vie qui est celle que je lui donne moi tout seul, qui est celle du texte que je frappe chez moi. Et puis ensuite il a une deuxième vie qui est celle entre les mains de Bernard de Fallois, de 2 autres personnes et de moi, où on relit ce texte, on l'imagine, on le retravaille un peu. Par exemple, le titre qui s'appelait au départ La vérité à propos de l'affaire Harry Kéber. Et au final, sur le conseil de Bernard, on a décidé de l'appeler La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ça. Donc des petites choses comme ça, mais qui font que je savais qu'en mettant le point final en mai, il allait se passer quelque chose encore. Ce quelque chose, ça voulait dire que les personnages n'étaient pas partis. Et il y a un attachement aux personnages et au livre qui est très fort. Parce que quand vous passez... Et on revient à ça. Et quand vous passez 10 heures par jour pendant 2 ans avec ces gens, que j'ai plus vus que mes amis, que ma copine, que mes parents, que mon chien, j'ai passé plus de temps pendant 2 ans avec tous ces gens qu'avec les autres. Et quand il y a le point final, vous vous dites mais c'est pas grave parce que je sais qu'ils vont encore être là. C'est un week-end si vous voulez, où vous savez le vendredi que vous retrouverez les gens le lundi. Par contre, il y a eu ensuite les corrections de l'épreuve en juin-juillet, et puis le point final a été au mois d'août. Le premier lundi d'août, le livre partait à l'impression. Et donc j'avais jusqu'au dimanche au dimanche soir, pour dire c'est bon. Et le dimanche soir, après avoir relu et n'en plus pouvoir ce livre, j'ai envoyé le message en disant oui, c'est bon pour moi. Et là, c'était très, très étrange. Il y a une espèce de vide, une espèce de deuil, une espèce de moment comme ça, très terne, où les personnages étaient partis. Donc je les avais mis dans un bus et j'ai envie de dire au revoir, ils étaient vraiment partis. Et il y a une grande peine qui est similaire à des amis très chers qu'on se serait fait sur la plage. Et puis à la fin des vacances, tout le monde s'en va et on se promet qu'on se reverra et on s'embrasse et on s'écrira et on repassera des vacances ensemble. Et puis en fait, on sait très bien que c'est pas vrai, que eux iront à gauche et nous on ira à droite et qu'on se reverra plus. Et il y a ce sentiment un peu triste comme ça, avec des gens voilà qui manqueront toujours. Et je sais qu'ils manqueront toujours parce que je sais que je ne le relirai pas. C'est-à-dire, j'ai jamais lu le texte. Enfin, j'ai lu le texte fini, mais je prends pas le livre pour le lire parce que je me dis mon Dieu, j'aurais pas dû mettre un point ou une virgule, etc. Donc, et c'est pour ça que j'aime pas le lire parce qu'on est toujours, je suis toujours en train de me dire mais pourquoi j'ai fait comme ci, pourquoi comme ça, pourquoi pas une phrase là, pourquoi pas cette phrase est trop longue, etc. Et donc il y a vraiment un deuil parce que je sais qu'à ce moment-là c'est fini. Bon, ma dernière question, ça serait est-ce qu'il faut se méfier des écrivains? Et il faut se méfier de tout le monde, j'ai envie de vous dire. Du boucher, du libraire. Oui, le libraire, bien sûr. Ah oui, ça faut s'en méfier. Non, il faut se méfier non, il faut se méfier de tout le monde. Les écrivains, enfin j'ai l'impression, en tout cas, et de nouveau, je vous dirais, est-ce que je suis un écrivain ou pas? C'est la question que je me pose dans ce livre, et je vous répondrai dans 25 ans. Mais en tout cas, de ceux qui écrivent, l'inspiration vient inévitablement des scènes qu'on vit. Des gens qu'on rencontre, de choses qu'on voit. Mais en tout cas, dans mon cas à moi, c'est très biaisé. C'est-à-dire que je peux voir une scène, assister à une scène qui me donne une idée, qui n'aura aucun lien, qui n'aura peut-être aucun lien, mais c'est une inspiration. Donc il y a quelque chose qui est matériellement existant, qu'on a vu, qu'on a su, qu'on a senti, qui se retraduit ensuite par quelque chose de très différent. Et j'ai ce même rapport avec les images, par exemple, où je travaille beaucoup avec des images, mais qui n'ont aucun lien avec ce dont je parle. Mais j'ai une réceptivité, comme beaucoup de gens ont, sur une image, une photo, une coupure de journal, quelque chose qui m'éveille quelque chose, une autre chose. Par exemple, pour ce livre-là, j'ai une photo d'un requin qui nage dans la mer et qui est pris depuis le dessus, etc. Et qui m'a inspiré. Mais il n'y a pas de requin dans ce livre, il n'y a aucun lien, mais il se trouve que cette photo de requin a quelque chose en moi. Donc, est-ce qu'on pompe ce qui se passe, nous, les gens qui écrivons? Oui, absolument. Faites gaffe. Mais est-ce que c'est visible? En principe, pas tellement.
On verra dans le prochain. Dans le prochain. À Dijon. Ben, vous reviendrez, oui, j'espère. C'est clair. Bon, en tout cas, je ne sais pas où est votre amie, si elle est là, voilà. Bon, sinon, vous lui direz, je ne la vois pas. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ben, on va lui dire merci, parce que, bon, elle a été courageuse, elle vous a laissé travailler donc 10 heures par jour pendant 2 ans. Votre chien également, je ne vous connais pas, vos amis, vos parents, et vous, merci pour tout ce que vous nous avez apporté, tout ce grand moment de bonheur. Merci beaucoup, puis je vous laisse. Si vous avez des questions, profitez-en. Sinon, c'est pas. Ne soyez pas timide. Bien. Est-ce qu'il y a un livre en route? Non, enfin oui, il y a des tas de choses. Mais il y a des tas de choses dans ce grand crâne mou qui est le mien. Mais j'ai des idées. Mais vous savez, une idée entre l'idée finale, enfin entre la première idée et le résultat final, il y a tellement de choses qui se passent que j'ai des idées, oui, mais que je ne sais pas encore ce que ça va donner. C'est aussi le plaisir, c'est de ne pas savoir et de justement pas avoir un plan en se disant ben ça va être un livre comme ça qui va se passer comme ça, mais justement pouvoir se dire ben je vais voir. Mais vous écrivez quand même tous les jours, même oui. quand un livre vient de sortir et tout, vous êtes toujours... Tous les jours, sauf quand je peux pas. C'est-à-dire que le but, c'est de faire que ça. C'est-à-dire mon but dans la vie, c'est de me lever le matin le plus tôt possible et d'écrire jusque le plus tard possible. Après, à partir de là, vient se grèvent toutes les choses que je dois faire. C'est le travail, c'est venir ici, ce qui est très bien. Hein. Mais donc tout ça pour dire que je veux écrire et des fois je fais autre chose, mais que dès que j'ai du temps, ça me rapporte immédiatement à ça, ce qui est une démarche différente que de se dire il faut que je trouve du temps pour écrire, parce qu'on n'a jamais le temps pour écrire, sinon bon, les enfants, les machins, les courses, alors que si c'est l'écriture avant tout et qu'après le reste vient, ça crée un espace qui est là pour se faire. Oui madame. Je suis pas dans le micro. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être écrivain ou est-ce que vous avez déjà écrit quelque chose Oui, non, j'ai toujours écrit ou presque, c'est-à-dire j'ai commencé avec des histoires quand j'étais enfant. Je savais pas écrire, alors je dictais à ma mère, alors j'ai un dessin puis je dictais maintenant il se passe ça, etc. Et comme j'ai appris à écrire tard, elle dit que c'est pas vrai, mais moi je sais que c'est vrai. Maintenant elle dit mais non, c'est comme un prof de français qui m'a dit que j'étais son meilleur élève alors qu'il m'a mis que des 2 sur 6. Mais donc j'ai toujours aimé ça. Madame, je vous en prie. Je voulais savoir s'il y avait déjà des propositions d'adaptation, s'il n'est pas le cas. Oui, il y en a un peu, mais il y a des... Dites-moi, elle est trop bien. Mais c'est le défaut, c'est que ça ferait un très mauvais film, évidemment. Et pourquoi? Parce que on doit couper un grand bout du livre pour en faire un film qui tient en 1h30 ou 2 heures, et que je sais pas ce que c'est, mais je sais pas. On verra. Merci. Je vous engage. Oui, monsieur. Bon, vous dites que vous n'avez pas de plan, mais le deuxième crime, c'est-à-dire l'usurpation envers la preuve, vous l'aviez prévu à l'avance, ça ou... Que ceux qui n'ont pas lu se bouchent les oreilles. Un monsieur va se faire taper. Non, je l'ai. Alors, mais pour vous répondre de façon très large, personne n'a entendu ce que vous avez dit. Monsieur demande au fond comment viennent les rebondissements du livre. Les rebondissements viennent en rebondissant, c'est-à-dire que... Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que dans le rebondissement, il y a un truc qui revient et vous dites, mais là, donc ça vient comme ça. Mais il n'y a pas une succession de choses où je me dis, il faut que je place ça, il faut que je mette ça. J'écris, d'un coup je me dis, ah et tiens, il pourrait se passer ça. Et des fois c'est une bonne idée et je la garde, et des fois c'est une mauvaise idée et assez vite je me rends compte que ça marche pas, et donc je reviens en arrière et je l'enlève. Mais il y a un retour en arrière évidemment, donc si vous voyez, il y a un plan après coup, parce que je me dis, ben là en fait ça va pas, mais il n'y a pas un plan avant. C'est pour ça, vous dites que vous n'avez pas de logique, mais pour faire un roman policier, il faut de la logique, sinon ça marche pas. Hein. Oui, mais par exemple, je dis jamais de polar, vous voyez. J'ai compté que les gens vous suivent et qu'on oui, mais c'est l'histoire, il faut que ce soit logique, sinon c'est impossible. Non, je lis un policier de temps en temps, mais le dernier c'était il y a 2 ans, là, c'était le Manquel, les 5 femmes. Ah, la cinquième femme, merci. Mais j'aime bien ça, mais c'est une culture que j'ai pas.
Et quand j'ai commencé à devoir dire de quoi parle ce livre, qui est assez gros, etc., on m'a dit mais ça parle de quoi? Donc j'ai commencé à dire en août, c'est une espèce de polar. Et les grands lecteurs de polar, le polar est quand même une science, hein, n'est pas polar qui veut, enfin, ne fait pas un polar qui veut, m'ont dit ouais non mais il y a une enquête mais c'est pas vraiment un polar parce que ça répond pas aux codes même qui font le polar. Alors j'ai commencé à dire bah ça ressemble à un polar mais c'est pas vraiment ça. Alors les gens qui ne connaissent rien au monde du polar m'ont dit mais c'est un polar, mais tu dis que c'est pas un polar parce que tu veux pas faire polar, etc. Alors, j'ai dit bah c'est un livre, voilà, lisez-le. Et comment vous avez vécu les critiques qui disaient que vous étiez inspiré de La Tâche de Philippe Roth? Parce que moi je l'ai lu, Philippe La Tâche, et je trouve que ça n'a aucun rapport. Oui, mais je me demande d'abord si la personne qui fait le rapprochement a lu La Tâche. La Tâche est d'ailleurs un livre qui est inspiré d'un auteur sud-africain qui a fait un très bon livre. Mais c'est l'inspiration, c'est très intéressant. Et le monde du livre est un monde très étrange. À part ça, c'est un livre qui raconte complètement les auteurs américains qui m'ont plu. Roth en est évidemment un. Je raconte aussi mon apprentissage de la littérature à travers les auteurs que j'ai lus, mais je fais surtout ce que beaucoup de gens font, notamment dans la littérature américaine, et qui est ce dont je vous parle, un rapport au cliché, du prof du nid, du ci et du ça, qui, sans que je le décrive, éveille en vous des tas de choses. Et il y a tout un jeu sur ça, et qui est un jeu qui moi me plaît. Mais on peut tout retrouver, on peut faire des liens avec tout. C'est aussi la beauté du livre, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec un livre, on peut parler de la même histoire 10 fois, parce qu'au fond une histoire d'un crime, d'un enfant dont un jour on perd la trace, il n'y a rien de très spécial dans c'est un fait divers, à regret, mais c'est un fait divers qui est presque courant, j'ai envie de dire. Donc là aussi, c'est toute la façon de traiter le sujet. On va faire dédicacer lui. Oui, vous avez encore quelques bien sûr. Plaisir. Merci en tout cas. Bonne soirée. Merci à vous.